Chers amis du conte, je vous salue. Nous voici réunis aujourd'hui afin de lever le voile sur une énigme et plusieurs problèmes d'ordre mathématique, soulevés par l'extraordinaire aventure de la princesse Didon. En effet, les détectives du Bureau des énigmatiques, le plus grand organisme mondial qui enquête sur les contes dans le monde entier, viennent de découvrir une version tout à fait inhabituelle d'une légende, celle de Didon, une princesse phénicienne qui serait à l'origine de la fondation de Carthage, cité située sur la côte nord-africaine dans l'actuelle Tunisie. Au fil des siècles, Carthage devint la principale puissance maritime et commerciale en Méditerranée. Dans la version inédite de cette légende, les enquêteurs du Bureau des énigmatiques ont mis en évidence que grâce à son savoir et sa connaissance de la géométrie et des mathématiques, Didon a pu ruser et ainsi réaliser son rêve: pouvoir fonder la cité de Carthage. Explorons donc sans plus tarder la version inédite de cette légende intitulée La ruse de Didon. Une version qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions d'ordre géométrique et mathématique. Et plus nous serons nombreux à y réfléchir, plus les chances de trouver les bonnes réponses seront grandes. Voici donc l'histoire de la princesse de Didon et de ses ruses remarquables. Il y a fort longtemps de cela vivait en Phénicie, sur le territoire de l'actuel Liban, une princesse connue sous le nom de Didon. Bien qu'elle fût la fille du roi de Tyr, son frère, Pygmalion, la déposséda du pouvoir à la mort de leur père. Didon épousa alors un homme puissant et riche, le grand prêtre du temple du dieu Melkart. Elle appréciait particulièrement passer du temps avec lui dans le temple consacré à Melkart. Ce lieu intégralement bâti en marbre blanc exhalait une atmosphère à la fois intrigante et apaisante. On y découvrait une multitude d'objets de décoration en or, ainsi que des meubles sculptés dans des essences rares. L'encens embaumait toutes les pièces du sanctuaire, diffusant un arôme délicat. Avant chaque rituel, une flûte et une harpe emplissaient l'air de mélodie, réjouissant les prêtres et les fidèles dévoués. Cependant, envieux de la fortune de sa sœur, une fois qu'il fut roi, Pygmalion n'hésita pas à ordonner l'assassinat du mari de Didon. Un deuil de 7 jours et 7 nuits fut alors décrété. Puis après avoir enterré son époux, se sentant en danger dans son propre royaume, Didon décida de s'enfuir, en emportant avec elle le trésor du temple de Melkart. Plusieurs personnages influents de Tyr, ses fidèles serviteurs, ainsi qu'une douzaine de marins, acceptèrent de l'accompagner dans son aventure. Ainsi, dans le plus grand secret, la princesse phénicienne mit au point son plan et prépara son voyage. Ne souhaitant pas éveiller les soupçons de son frère, elle lui annonça son désir de renouer avec lui et même de venir vivre dans son palais. Pendant ce temps, elle fit secrètement transporter tous ses biens sur un bateau. Première ruse. Ainsi, au cours d'une nuit de nouvelle lune, tandis que Pygmalion sommeillait paisiblement dans son palais, Didon prit la mer avec des matelots aguerris, ainsi que sa suite et une douzaine de sacs remplis d'or. Alors qu'elle s'éloignait du quai, Didon ordonna de jeter à l'eau d'énormes sacs remplis de sable, tout en prononçant à haute voix des prières et des invocations. Elle voulut ainsi faire croire aux rares témoins qui étaient présents sur le port qu'elle rendait un hommage à la mémoire de son mari assassiné, en faisant une offrande aux divinités.
Mascarade visant bien sûr à empêcher quiconque de la poursuivre pour récupérer le trésor qu'elle emportait avec elle. Seconde ruse. Cette première nuit en mer fut vécue par Didon comme un véritable élan vers la liberté. Un vent régulier et chaud animait les voiles du navire, qui glissait rapidement sur les vagues. Les vagues de taille modérée donnaient à ce grand voilier une allure fière et chaloupée. L'air salin emplissait ses poumons d'un parfum d'aventure. Des jours et des semaines durant, Didon et son équipage sillonnèrent la mer Méditerranée à la recherche d'une terre accueillante pour y fonder une cité. Puis un beau jour, un beau matin, le navire se rapprocha des rivages de l'Afrique du Nord. Après avoir longuement scruté les terres, Didon donna l'ordre à son équipage d'accoster sur les côtes du royaume de Numidie. Parvenu au port principal du royaume, le bateau s'amarra à quai, mais des gardes lourdement armés montèrent aussitôt à bord afin d'inspecter la cargaison. Après s'être assuré qu'il n'y avait à bord ni soldats ni armes, les gardes interdirent à Didon et à son équipage de débarquer avant d'obtenir l'autorisation du roi. Le roi Riarbas ne se présenta sur place que le lendemain matin, fermement décidé à ne pas autoriser la princesse phénicienne et son équipage à mettre pied sur ses terres. Cependant, la rayonnante Didon parvint à obtenir une audience avec le monarque, où elle lui déclara « Ô roi de Numidie, sachez que mon équipage est épuisé, et nous comptons sur votre générosité pour nous accueillir. La cité que j'aimerais bâtir sur vos terres sera prospère, florissante. L'oracle a prédit qu'elle serait bien plus puissante que la ville de Tyr, d'où je viens. Elle enrichira considérablement votre royaume, car tous les marchands phéniciens viendront y faire commerce. Je ne vous demande pas grand-chose. En échange à cela, je ne souhaite qu'une terre guère plus grande que ce que peut contenir une peau de taureau. Je vous en offre 2 sacs d'or. » Le roi Riarbas se mit aussitôt à rire à gorge déployée, et confia à son plus proche conseiller que de tout son règne, il n'avait jamais entendu parler d'une affaire aussi insolite. Il était clair que cette femme était manifestement aussi séduisante que piètre négociatrice. Acceptant le marché sur le champ, le souverain empocha l'or et proposa à Didon de la mener chez le meilleur éleveur de bétail du royaume, afin qu'elle puisse choisir le plus gros taureau du troupeau. Elle n'hésita pas un instant et choisit une bête majestueuse, au poitrail large, aux muscles saillants, au pâturon large et épais. Le roi moqueur, bien qu'intrigué quand même, estima que 3 hommes au plus seraient en mesure de pouvoir s'allonger sur la peau de l'animal. On sacrifia la bête selon la tradition, puis on réserva la peau pour une utilisation ultérieure. Le cuisinier du roi Riarbas prépara aussitôt un banquet qui régala plus de 100 convives. Après avoir terminé son repas, Didon sortit un couteau au tranchant affûté comme une lame de rasoir, aussi fin qu'une aiguille, et capable de découper des tissus avec une précision chirurgicale. Elle trancha délicatement la peau de la bête, commençant par le centre, puis elle poursuivit sa découpe dans un mouvement spiralé. Ainsi, elle disséqua une bande tellement fine qu'au bout de la nuit, après des heures de labeur acharné, la bande découpée dans la peau de la bête mesurait pas moins de 4300 mètres. Face à l'expression médusée du roi, qui venait de comprendre qu'il avait été berné par la princesse phénicienne,
Celle-ci lui lança: « Eh bien quoi, ô mon roi ? Sa Majesté pensait-elle que j'allais peut-être me confectionner une corde à sauter avec la peau du taureau ?» À cet instant, le souverain Riarbas fut submergé par toute une gamme d'émotions, allant d'une profonde admiration pour l'esprit vif de cette jeune femme, passant par l'envie de rire, jusqu'à parvenir à une forte humiliation. Toutefois, son admiration l'emporta. Il lui accorda ainsi le choix de l'emplacement pour sa cité. À vrai dire, Didon avait déjà repéré précisément l'emplacement idéal pour y ériger sa cité. Celle-ci serait circulaire et bordée par l'océan à un endroit où les navires pourraient facilement accoster et se protéger des tempêtes. Didon prit soin de mesurer à nouveau la longueur de la lanière une fois qu'elle fut sèche. Celle-ci, après une journée d'exposition au soleil, s'était effectivement rétrécie, en passant de 4300 mètres à environ 4200 mètres. Le périmètre de sa cité sera donc d'à peu près 4200 mètres, enfin, à condition d'agir vite. Didon ordonna que l'on pose aussitôt la lanière qu'elle avait si délicatement détaillée, afin que les rayons de soleil n'assèchent encore plus la bande de cuir, que celle-ci ne rétrécisse pas davantage. Aussitôt, à l'emplacement des futures fortifications, elle fit poser la fine lanière de peau, entourant ainsi l'emplacement de sa cité rêvée. Ce jour-là, lorsque le roi Riarbas apprit la taille de la superficie de la cité promise à Didon, n'ayant manifestement pas encore véritablement compris l'ampleur de la ruse, il se risqua à dire « La vache !» Ce à quoi Didon lui répliqua aussitôt « Non, taureau, taureau, votre majesté, juste un taureau. » Dès le lendemain, les compagnons de route de Didon, celles et ceux qui l'avaient accompagné dans son aventure, commencèrent à travailler d'arrache-pied, afin de construire une ville majestueuse. Cette merveille architecturale attira rapidement les résidents et les marchands des cités voisines. Ainsi, grâce à la ruse de Didon, une femme qui maîtrisait parfaitement la géométrie, naquit une cité grandiose qui devint progressivement la Grande Carthage.